J'ai grandi dans une petite ville du sud du Mississippi. C'était un coin isolé. Tout le monde se connaissait. J'ai fait quelques bêtises. J'ai fait le mur, j'ai bu en étant mineur. Et c'est dans cet environnement que j'ai rencontré Chad. La première chose qui m'a frappée quand on s'est rencontrés, c'est sa personnalité extravertie. Disons qu'il était vraiment hyperactif. Il s'arrêtait jamais. Et il était aussi très attirant. J'étais jeune, naïve, et je vivais dans ce conte de fées où il fallait qu'un homme vienne me sauver et qu'il prenne soin de moi. Chad m'a donné tout ça. Avec lui, je me sentais protégée, en sécurité. Notre relation a évolué tellement vite. J'avais à peine 17 ans et lui 24. Le jour où j'ai appris que j'étais enceinte de mon fils, j'ai eu très peur. Même si j'étais adolescente, je savais que c'était une immense étape et qu'il allait rapidement falloir être mature. Quand je l'ai annoncé à Chad, il était fou de joie. Il était heureux. Comme n'importe quel futur père, j'imagine. Il a commencé à chercher un endroit où on allait pouvoir vivre. Je me suis dit que ça nous laisserait le temps de devenir la famille que je pensais qu'on pourrait être. On a finalement loué une maison appartenant à son grand frère et située au milieu de nulle part, au bout d'un chemin de campagne menant au milieu de la forêt. Pendant les premières semaines, on a juste habité ensemble, en essayant de savoir ce qu'on était l'un pour l'autre. On faisait des feux de camp, on allait pêcher, et on vivait la vie à la campagne à fond. À cette époque, Chad était un garçon attirant et très amusant. Tôt dans ma grossesse, le comportement de Chad envers moi a changé. Il a commencé à m'isoler un peu plus. Il m'a progressivement éloignée de ma famille. Comme j'étais plutôt un garçon manqué et que je venais de la campagne, j'avais beaucoup d'amis garçons. Pour que je sois autorisée à les voir, il fallait que Chad soit là. Et c'était à de rares occasions. Sa jalousie envers mes amis garçons a fragilisé plusieurs de ses amitiés pendant très longtemps. Chad posait le bitume sur toutes les routes du sud du Mississippi. Il pouvait être absent jusqu'à 5 jours par semaine. Je le voyais principalement les week-ends. En son absence, je restais isolée dans la maison qu'on habitait. Il s'en assurait en débranchant le téléphone fixe et en partant avec. Il prenait aussi notre unique voiture et le portable avec lui. J'étais enceinte, terrifiée à l'idée de rester seule dans cette maison, au milieu de nulle part, sans pouvoir me déplacer ou communiquer avec qui que ce soit. Un jour, il est rentré après un déplacement et il est immédiatement allé se doucher. J'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème. Pourquoi il se jette dans la douche sans même m'embrasser? J'ai décidé de fouiller dans son téléphone et j'ai remarqué des appels entrants et sortants vers un même numéro qu'il n'avait pas enregistré dans ses contacts et qui duraient chaque fois entre 1 et 2 heures.
J'ai noté le numéro et je l'ai appelé depuis le téléphone fixe. Et cette femme m'a avoué qu'ils avaient une liaison depuis environ 6 mois. Vous avez osé le confronter à ce sujet? J'ai toujours eu des problèmes d'amour-propre depuis l'enfance. Chad est comme beaucoup d'agresseurs. Ils vont vous faire perdre votre amour-propre, vous faire perdre votre confiance en vous et vous donner l'impression que vous ne pouvez pas survivre sans eux. Je ne sais pas quand il a commencé à s'intéresser à l'armée. Il avait une obsession pathologique pour les armes à feu. Et je pense que ça a joué un rôle important dans le fait qu'il s'engage dans la garde nationale. J'ai grandi dans le Mississippi rural. Et c'est assez habituel de posséder une arme. Ce qui est inhabituel avec Chad, c'est que son intérêt pour les armes allait plus loin que ça. Il avait une vingtaine d'armes, dont des fusils d'assaut et des armes de poing. Il avait un AR-15, un AK-47, 12 fusils de chasse, un calibre 45, un 357 Magnum et un 38 spécial. C'est ce dont je me souviens. C'était pas tant le fait d'avoir des armes que les commentaires qu'il faisait à leur sujet. Il accumulait des munitions au cas où ils doivent intégrer une milice pour renverser le gouvernement. Je suis restée avec lui de mes 17 à mes 21 ans. Il me terrifiait. Je me souviens qu'une fois, on roulait sur une route de campagne au milieu de la forêt. Il faisait très chaud ce jour-là. Dans cette région, il y a énormément d'animaux errants. Et on est tombé sur un chien qui marchait le long de la route. Tout à coup, Chad s'est arrêté et il a appelé le chien côté conducteur. Le chien était très content de le voir. Il remuait la queue. Chad a passé la main sous son siège pour attraper son calibre 45. Il répétait « Viens mon chien, viens !» Le chien a posé ses pattes sur la voiture et là, Chad lui a mis une balle dans la tête. Je n'avais jamais vu quelqu'un faire preuve d'une telle cruauté envers les animaux. Et ça m'a traumatisée. Ça m'a effrayée. Ça m'a fait prendre conscience qu'il pourrait me faire des choses horribles si je ne restais pas à ma place. Chad était très à cheval sur la façon dont devait être tenue la maison. Il m'a clairement fait comprendre que mon rôle était celui de femme au foyer, mère et domestique. C'était compulsif, c'était obsessionnel. Il voulait que les objets soient rangés d'une certaine façon. Dans les meubles, toutes les conserves devaient être classées, celles de maïs ensemble, celles de haricots verts ensemble, avec l'étiquette bien visible. Tout devait être aligné sur une seule et même ligne. Quand je savais qu'il serait là pour le week-end, je passais une journée entière à récurer avec des cotons-tiges et des brosses à dents pour que tout soit parfait. Mais les rares fois où ça ne l'était pas, il me le faisait payer.
S'il y avait de la saleté par terre, il pouvait vider les commodes, déchirer les vêtements, jeter le matelas par terre, ou encore casser de la vaisselle. Il y a eu des fois où il a quasiment collé son front au mien. Quand je le regardais, j'avais parfois l'impression qu'il regardait à travers moi. Il ne me regardait pas, il regardait quelque chose derrière moi. Ses yeux devenaient presque noirs. Et avec le temps, la violence est devenue beaucoup plus intense dans notre relation. Chad a levé la main sur moi pour la première fois 6 semaines après que j'ai découvert ma grossesse. Je suis allée dans la chambre, vers une commode, et il dormait parce qu'il avait travaillé de nuit. Le tiroir a grincé. Ça l'a réveillé. Il a immédiatement bondi hors du lit. Il m'a attrapé les cheveux, traîné hors de la chambre, poussé dans le couloir et il m'a claqué la porte au nez. J'étais choquée. Je n'ai pas compris ce qui venait de se passer. J'avais peur, j'étais perdue, mon cœur battait fort, je ne savais pas quoi faire, alors je suis restée sur place, stupéfaite. Quelques minutes plus tard, il est sorti, il m'a prise dans ses bras et il m'a dit qu'il était désolé, qu'il n'avait jamais fait ça à qui que ce soit, qu'il devait être à moitié endormi et qu'il ne le referait jamais. À l'époque, je l'ai cru. Je l'avais réveillé, il était fatigué, il bossait, il subvenait à mes besoins et comme une ingrate, je l'avais réveillé. Je ne voulais pas partir, parce qu'il y avait des moments où ça se passait bien, c'était tranquille. Et ça aidait à mieux accepter les moments où ça se passait mal. Ça durait moins longtemps que les bonnes périodes. Scott est né le 9 janvier 1998. J'avais 18 ans. Je l'ai aimé dès le premier instant. Dès sa première inspiration, ça a été une boule d'énergie. Après ça, tout s'est bien passé pendant un petit moment. On s'entendait parfois très bien, on rigolait, on s'aimait. Et il me couvrait de compliments, de cadeaux et d'amour. Donc, pendant quelque temps, la naissance de Scott nous a permis de passer des bons moments. On a pu profiter du fait qu'il soit bébé pour se créer de beaux souvenirs de lui. C'était calme et Chad n'a pas eu d'accès de violence envers moi. On s'est mariés alors que j'étais enceinte de 6 mois de mon deuxième enfant, Cynthia. Il ne m'a pas fait de demande. Il n'y a rien eu de romantique, juste « Hey, on n'a qu'à se marier ». On est passé devant le juge, ça a pris 10 minutes. Je portais un jean et un t-shirt et voilà. En 15 minutes, c'était plié. Après ce que j'appellerais une pause de miel, le quotidien a repris son cours. J'étais enceinte de Cynthia et je connaissais la chanson. Il s'énervait, il devenait violent, puis il avait des remords. C'était toujours le même schéma. J'ai perdu tous mes amis. J'ai déçu tous les membres de ma famille. Et ils n'aimaient pas Chad. C'était donc très difficile d'avoir des rapports avec eux.
Cynthia était née depuis peu de temps. Elle devait seulement avoir quelques mois. Un jour, Chad est rentré de déplacement et j'avais fait des spaghettis 3 jours plus tôt. Il a fait un commentaire. Pourquoi ils sont encore là? Il m'a attrapé les cheveux, forcé à me mettre à genoux au milieu de la cuisine. Il a posé le plat de spaghettis devant moi et il en a attrapé des poignées qu'il m'a obligé à manger. Il me disait, bouffe, si tu t'attends à ce que je mange ça, tu devrais pas avoir de problème à le faire. Et il les frottait contre mon visage et mes cheveux. Il utilisait sa main pour pousser mon visage comme ça. Puis il s'est mis à me donner des coups de poing et à me gifler. Il m'a entraîné dans la chambre où il a continué à m'agresser et à me battre pendant ce qui m'a paru une éternité. Quand il en a eu assez, il m'a fait récurer le sol à genoux avec de la javel pour effacer les taches de sauce tomate. Ce jour-là, il m'a traitée comme si je n'étais pas humaine. Le lendemain matin, j'avais 2 cocards et une côte cassée. Il ne s'en est jamais pris aux enfants de manière agressive. Mais ça me terrifiait. J'étais terrifiée. Je me demandais jusqu'où ça irait. Aussi mauvais et méchant qu'il puisse être, je ne me suis jamais dit qu'il irait aussi loin. Quand Chad est parti au travail, j'ai habillé les enfants, je me suis habillée et je suis allée demander aux voisins si je pouvais utiliser leur téléphone. J'ai appelé ma famille et ils m'ont dit que je devais porter plainte contre lui. Il m'avait passé à tabac. J'ai donc porté plainte. Il a été arrêté, emprisonné, et une fois au tribunal, son avocat a passé un accord avec le juge pour qu'il suive une thérapie dans une unité psychiatrique et qu'il ait un traitement. Après qu'il a quitté l'unité psychiatrique, j'étais sur mes gardes. Mais avec le temps, j'ai vu une différence chez lui. La thérapie et le traitement fonctionnaient. Mais j'avais du mal à lui faire confiance. Il suffisait qu'il manipule la vérité pour que ça ait l'air d'être ma faute. Quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte de Joe, mon dernier enfant. J'avais donc eu 3 enfants de Chad en 3 ans. Et j'ai réalisé que je ne pourrais pas échapper à cette relation si je continuais à avoir des enfants de lui. Alors c'était très risqué et j'étais terrifiée, mais à son insu, je me suis fait ligaturer les trompes pendant qu'il était parti en déplacement. Chad était en déplacement. Pour éviter d'attendre son retour, j'étais allée voir mon père. Et je suis rentrée un peu tard. Chad était frustré que je rentre tard. Alors il s'en est pris à moi. À cette époque, Scott avait 3 ans et il est arrivé dans le salon en courant pendant que son père me frappait. Il s'est mis entre nous et il a essayé de nous séparer. Chad l'a attrapé, l'a jeté sur le canapé et il l'a frappé si fort dans le dos qu'il a laissé l'empreinte de sa main. Il gardait une arme dans la table de chevet. Elle était toujours chargée. Il m'a poussé sur le lit. Il s'est mis à cheval sur moi et il a mis ses genoux sur mes épaules.
Il m'a dit d'ouvrir la bouche. Il a mis le canon de l'arme dans ma bouche. Il s'est approché très près de moi et il m'a dit dans l'oreille, « Tu vois le démon dans mes yeux ?» J'ai cru que j'allais mourir. J'ai vomi sur lui, sur moi et sur l'arme. À ce moment-là, il m'a poussé du lit. Il m'a mise à genoux et il a pointé l'arme vers l'arrière de mon crâne. On aurait dit qu'on avait appuyé sur un interrupteur. Il est passé d'agressif et complètement fou à parler normalement au téléphone et à organiser des choses. Il a dit, monte dans la voiture, on y va. Prends les enfants, prends une serviette pour ton visage. Et si tu laisses quelqu'un voir ton visage, je te tuerai quand on rentrera. Je te le jure, je te tuerai. Je m'étais fait une promesse. Il peut me faire autant de mal qu'il veut, mais le jour où il lève la main sur les enfants, je m'en vais. J'ai mis les enfants dans le van. Il a roulé jusqu'à cette maison. J'ai prié tout le trajet. J'ai dit, « Seigneur, si tu me sors de là, je ne reviendrai jamais. Je te le jure. » Il est descendu de la voiture. Il a marché vers la porte. J'ai sauté sur le siège conducteur, j'ai verrouillé la portière et j'ai dû faire une marche arrière à 100 km/h pour quitter l'allée. Et le temps que je mette la première pour passer en marche avant, il avait traversé le jardin et sauté devant la voiture. Il articulait « Je vais te tuer ». J'ai fermé les yeux et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Il pouvait me faire ce qu'il voulait et j'aurais subi. Mais je me suis toujours dit, il ne touchera jamais aux enfants. J'avais toujours ce nœud à l'estomac. Je sentais qu'un jour quelque chose arriverait. Chad est passé devant le juge. Il savait exactement quoi faire. Il savait qu'il devait lui montrer des remords, immédiatement admettre ses torts, entamer une thérapie volontairement et suivre un traitement. Comme ça, il donnait l'impression d'être sincère dans sa démarche de recherche d'aide et de changement. Et je savais que c'était faux. Il a entamé une procédure de divorce le mois suivant. Et c'est là que toute la bataille pour la garde des enfants a commencé. Il a dit, si tu fais pas tout ce que je te dis dans cette procédure, j'emmène les enfants et tu les reverras jamais. Pardon. Quand il a dit qu'il me prendrait mes enfants et que je ne les reverrais jamais, je savais qu'il en était capable. Même si je ne vivais plus avec lui, j'avais toujours peur de lui et de ce qu'il pourrait me faire. Il aurait toujours des droits sur ses enfants. Et il était tellement manipulateur avec la justice que j'avais peur qu'en continuant à mettre la pression sur le juge pour qu'une décision soit prise quant à la garde des enfants, ça puisse jouer en sa faveur. Donc, d'une certaine manière, j'ai cédé et je lui ai donné ce qu'il voulait. Les enfants ont donc passé l'année scolaire avec lui. J'avais quand même l'espoir que l'épisode avec Scott soit exceptionnel. Et en y repensant, je me disais,
Jessica, il a jamais été violent avec les enfants. Il l'aimait, surtout Scott. Scott et Chad ont tellement de similarités. Ils ont tellement de choses en commun. Je pense que je n'aurais rien pu dire ou faire qui aurait brisé le lien entre eux, car il était très fort. Je pense que sur cette photo, l'émotion de Scott est sincère. Par contre, Chad prend juste la pause. C'est Scott. Il adorait porter les tenues militaires de son père. C'est une de mes photos préférées. Après notre divorce, j'ai décidé d'arrêter de dépendre des hommes pour subvenir à mes besoins. J'allais m'affirmer et prendre soin de moi. Personnellement, je ne vois rien de plus émancipateur pour une femme que rejoindre l'armée américaine. Alors c'est ce que j'ai fait. Je venais de terminer la formation basique de l'armée des États-Unis. J'ai rencontré Eric grâce à l'un de ses amis. Le 1er janvier 2007, un de mes amis était à une soirée du Nouvel An. J'étais de garde cette nuit-là. Le lendemain après-midi, il m'appelle et il me dit « J'ai rencontré une fille, tu viens avec moi? Elle a une amie. » Le courant est immédiatement passé. On s'est tout de suite plu. C'est très rapidement devenu sérieux. Quand les enfants ont rencontré Eric, Scott avait 10 ans, Cynthia 9 et Joe 8. Avec les enfants, on est allé à la plage, on a joué au ballon. Leur père n'avait jamais fait ça avec eux. Ils ont passé les années suivantes entre chez leur père et chez nous. Les années d'adolescence ont été un peu difficiles. Leur amour pour leur père et ce qu'ils leur répétaient constamment allait à l'encontre de toutes les règles et de toutes les attentes qu'on avait dans notre maison. Le père de Scott lui disait qu'il n'avait pas à m'écouter. Et ça a causé une sorte de rupture. Scott était quelqu'un de très extraverti. Il menait sa vie sans se soucier de ce que les autres pensaient. Il était invité à toutes les fêtes parce qu'il mettait l'ambiance. J'ai vu Chad à plusieurs reprises. Jessica a toujours voulu que j'aie une relation cordiale avec lui pour les enfants. Alors j'ai essayé. Mais je vais être honnête, pas une seule fois je me suis retrouvé en compagnie de Chad Graves sans avoir une arme sur moi. Je n'ai pas confiance en lui. On s'est rencontrés quand on était en 6e ou en 5e. Mais une fois au lycée, nos chemins se sont séparés, jusqu'à ce qu'il me contacte sur Facebook. Il était très très charmant. Il m'ouvrait la portière, il m'aidait à mettre ma ceinture. C'était un gentleman. Je savais que Chad suivait un traitement. Environ un mois après le début de notre relation, il m'a dit qu'il souffrait de stress post-traumatique suite à ses années dans l'armée. Mais jusque-là, il n'avait montré aucun signe de violence. Chad nous racontait à Scott et à moi certaines choses qu'il avait faites dans l'armée. Il nous a dit qu'il commandait un char et qu'ils avaient été touchés par une bombe artisanale. Le char s'est retourné, il a atterri sur la tête et c'est comme ça qu'il a été blessé en Irak. La première fois que j'ai vu à quel point Chad pouvait être violent, je venais de lui préparer le petit déjeuner. Il est entré dans la cuisine, il a pris son assiette et alors qu'il retournait dans le salon, il l'a lâché. Il s'est retourné et il m'a lancé un verre de lait. Ça m'a effrayée. J'ai eu peur. C'était la première fois que je le voyais changer de comportement aussi vite.
Je me suis enfuie. J'ai couru à l'arrière de la maison et j'ai essayé de m'enfermer dans la chambre parce que je ne savais pas ce qu'il allait faire. Il a enfoncé la porte. Il m'a poussé sur le lit. Il a bloqué mes mains derrière ma tête et il a dit qu'il allait me tuer. J'essayais encore de le raisonner. Je lui demandais ce que j'avais fait de mal. Il ne répondait pas. Aucun mot ne sortait de sa bouche. Son regard était vide. Cet endroit était comme un refuge. Chaque fois qu'il risquait d'avoir des problèmes, il allait dans cet hôpital pour anciens combattants. Et je ne crois pas que c'était parce qu'il pensait avoir besoin d'aide. Selon moi, il pensait que ça lui éviterait d'être arrêté. Chad a appelé environ 2 semaines après s'être fait interner. Et il m'a dit qu'il n'avait pas reçu le bon traitement et que c'était pour ça qu'il avait agi ainsi. Je l'ai cru et je lui ai donné une autre chance. Je crois que Scott avait 16 ans quand je l'ai rencontré. Il était très loyal envers son père. Peu importe ce que Chad pouvait lui faire, il lui pardonnait toujours. Il le prenait dans ses bras et il lui disait qu'il l'aimait. Peu importe ce que Chad pouvait faire, Scott lui pardonnait toujours. Je me suis réveillée comme tous les autres matins. Je me suis levée, je me suis fait un café et j'ai remarqué que j'avais reçu un message Facebook de quelqu'un que je ne connaissais pas. Ça disait « Bonjour, je suis un ami de Chad et Stacy. Elle essaie de vous joindre. C'est une urgence, rappelez-la à ce numéro. » Bien évidemment, ma première pensée a été qu'ils avaient dû se disputer et qu'ils s'étaient battus. J'ai appelé, Stacy a décroché et je ne comprenais rien à ce qu'elle disait. Elle hurlait, elle pleurait et elle n'arrêtait pas de répéter « Il l'a tué ». Le 16 août 2018, Scott a demandé à son père s'il pouvait aller chez sa grand-mère. Et Chad a dit non. Les choses ont dégénéré à partir de là. Chad était au lit. Je me tenais à côté et je lui parlais. Tout à coup, Chad a sauté du lit et il a poussé Scott dans un coin, là où se trouvait son fusil. Scott a attrapé le canon de l'arme, puis Chad l'a attrapé et ils ont commencé à se disputer le fusil. Ils se sont dirigés vers le salon en se battant, en s'agrippant. De là où je me trouvais, je ne pouvais pas voir Scott, mais je voyais Chad. Il avait le fusil entre les mains. Et j'ai dit, « Baisse ton arme, qu'est-ce que tu fais ?» Il m'a lancé un regard vide. Il a chargé l'arme. Et il a tiré. Désolée. Je suis arrivée en courant pour aider Scott. Chad s'est mis devant moi et il a dit « Le regarde pas, le touche pas, appelle les secours ». J'étais en état de choc. Et après ça, je ne me souviens de rien jusqu'à l'arrivée de la police.
La police m'a fait sortir de l'appartement. J'étais en pyjama, pieds nus. Chad était à ma gauche et je les revois en train de le menotter et de l'arrêter. Ils m'ont emmené dans une voiture de police. Il pleuvait fort cette nuit-là. De là, il est allé à l'hôpital psychiatrique pour anciens combattants. J'étais au travail, il était environ 9 h du matin, j'étais en pause et Jessica m'a appelé. Elle hurlait. Elle hurlait au téléphone. Il l'a tué, il l'a tué. Il a tué mon bébé. J'ai prié Dieu qu'il me rende mon enfant et qu'il me prenne à sa place. Ensuite, je me souviens que j'étais à genoux dans le jardin et qu'un policier est arrivé et qu'il m'a tenu compagnie jusqu'à ce qu'Eric arrive. Je suis tombée au sol et je suis restée en position fétale pendant que mon monde s'écroulait. J'ai immédiatement su qu'il n'y avait aucune chance que ce soit de la légitime défense. Je connais mon fils. Je sais comment il était. Et je sais à quel point Chad pouvait être méchant. Je savais aussi qu'il aurait dit n'importe quoi pour éviter d'avoir des problèmes. J'ai laissé la peur me pousser à accepter l'accord formel de garde. Et pour le restant de mes jours, je me sentirai coupable d'avoir pris cette décision. Ils ont examiné les preuves. Tous les plombs du fusil étaient dans les plaintes. La façon dont le sang était concentré a montré que Scott était au sol quand il s'est fait tuer. Il n'était donc pas une menace pour Chad. Il aurait tout à fait pu poser son arme. Chad a tiré sur Scott comme si ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Je ne comprends toujours pas. La police l'a arrêté le 29 août 2018 à l'hôpital de Biloxi, au moment où il a été autorisé à sortir. Chad étant quelqu'un de manipulateur, il n'a pas manqué de dire « Eh, je souffre de stress post-traumatique ». Mais tous ceux qui ont connu Chad avant qu'il rejoigne l'armée savent que son comportement n'est pas dû à un stress post-traumatique. Il s'en prenait aux autres et il était violent bien avant de faire l'armée. D'ailleurs, on a appris plus tard qu'il n'avait jamais vraiment combattu. Les gens pensent souvent que dès qu'on est dans l'armée, on est exposé au danger. On prend part à des combats. Ce n'est pas toujours le cas. J'ai contacté plusieurs de ses camarades de l'armée. Et ils m'ont dit qu'au début de son déploiement, il avait été mis à l'écart car il avait tiré un coup de feu sans faire exprès. Ils l'ont retiré des premières lignes pour le mettre derrière un ordinateur. Il a menti sur tout ce qu'il a fait dans l'armée. Je me suis sentie trahie. Je pense qu'il a utilisé ce stress post-traumatique comme excuse. Qui ment sur ce genre de choses? Quand il est arrivé, j'ai été choquée par son apparence. Il avait vieilli. C'était le résultat de 3 années passées en prison. J'ai vu très peu de remords. On m'a dit que j'aurais quelques minutes pour m'exprimer, alors j'ai pris 6 minutes pour faire une déclaration. Le plus dur dans ce processus de deuil,
c'est de voir mes autres enfants grandir et vivre avec la perte de leur frère. Je l'ai regardé dans les yeux et je n'ai vu aucune expression, si ce n'est quand j'ai dit « Scott était le seul enfant qui t'aimait aveuglément et qui t'a pardonné tout ce que tu lui as fait. » Là, il a acquiescé. Ensuite, ils lui ont demandé s'il souhaitait s'exprimer, il a dit non et il a été condamné. Le fait qu'il puisse sortir 6 ans plus tard m'a dévoré. Je me disais sans cesse, qu'est-ce que je dois faire en tant que parent pour protéger mes autres enfants? Comment je nous protège? C'est juste une personne méchante et abominable. Qui pourrait faire une telle chose à son enfant et n'éprouver aucun remords? Au fond de moi, j'ai toujours su qu'un jour, Chad irait trop loin. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il s'en prendrait à un de ses enfants, et encore moins à Scott. C'est le seul de ses enfants qu'il a toujours soutenu, qu'il a toujours défendu. Ce n'est pas l'Irak qui a fait de Chad un monstre. Chad était un monstre dès l'adolescence, à tel point qu'il a décidé de tuer son propre fils. Pendant longtemps, j'ai eu le sentiment qu'une part de moi était morte. Justice a été rendue dans une certaine mesure. J'ai eu l'honneur d'être sa mère. Le monde a perdu une très belle personne.